Merci d'être ici ce matin pour un nouveau débat dans ces festivals, ces 10e festivals des sciences sociales qu'on organise à Marseille et qui, comme vous savez, cette année porte sur les migrations. Il y a eu beaucoup de concepts de migration, beaucoup d'objets migrants qui ont été revus, qui sont en train d'être revus pendant les festivals. Mais aujourd'hui, ce matin, on attaque un sujet chaud, la migration des humains et la politique sur la migration. On voit que c'est une question qui ne sort pas de notre presse quotidienne. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu les titulaires, la politique migratoire de Joe Biden en crise avec ce qui se passe au Texas en ce moment et l'arrivée des Haïtiens aux États-Unis. Donc, une question énorme, une question dans laquelle les bonnes volontés peuvent être confrontés à des situations difficiles qui obligent à revoir certaines politiques. Et donc, il s'agit de ce type de questions ce matin ici. On a autour de la table 4 enseignants-chercheurs qui partagent leur métier, mais qui sont différents dans leur discipline et leur spécialité. Donc, d'abord, ma collègue Eva Moreno-Galvis, professeure à l'Université d'Aix-Marseille, économiste, et avec une longue histoire de recherche sur la migration. Elle va modérer ce débat. Après, nous avons 3 intervenants. Jean-Pierre Carsarino, d'abord chercheur en sciences politiques au Collège d'Europe. Il est aussi directeur de l'Académie Natoline de migration dans le Collège d'Europe à Natoline. Il est aussi directeur de la chaire d'études migratoires. Ex-directeur de la chaire d'études migratoires de l'Institut des hautes études de Aix-Marseille Université ici à Marseille et a travaillé dans beaucoup d'aspects sur la migration, mais avec un intérêt particulier sur l'Afrique et les migrations africaines, et a fait des travaux pour beaucoup d'institutions nationales et internationales, les Nations Unies, l'Union européenne, la OCDE, le Bureau international du travail. Donc, quelqu'un qui est auprès des décideurs publics. Nous avons aussi un enseignant-chercheur en sociologie, Ettore Recchi. Il est professeur actuellement à Sciences Po Paris. Et il est aussi membre de l'Institut du Centre des politiques de migration de l'Institut européen à Florence. À nouveau, quelqu'un qui a travaillé de façon extensive sur les questions de migration et en particulier une chose qu'on oublie peut-être parfois, qui est la migration dans l'Union européenne, donc inter-européenne. Et le dernier intervenant, Hillel Rapoport, il est professeur à Paris à l'Université des Panthéon-Sorbonne et membre de l'École d'économie de Paris. Il était spécialiste sur les aspects économiques, les implications économiques des migrations, et pas seulement des migrations, mais aussi de la diversité culturelle, et à nouveau quelqu'un qui est près des décideurs publics parce qu'il est depuis 2006 conseiller scientifique auprès du Premier ministre et préside le département d'économie et de démographie de l'Institut français des migrations. Donc, on va avoir un premier tour de table pendant lequel chaque intervenant va exposer ses propos. Après, on va les laisser réagir les uns aux autres. Et suite à ça, on va vous donner la parole pour vos questions, commentaires et expériences. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais commencer en faisant une petite introduction sur le sujet. C'est moi qui ai organisé cette table ronde. Donc, pourquoi je l'avais fait? Donc, c'était à peu près en décembre 2019 ou janvier 2020 que j'avais été contactée, justement. On m'avait demandé si je voulais organiser un événement dans le cadre de ce festival. Et du coup, j'avais tout de suite pensé à cette thématique, simplement parce que c'était en mars 2019 que la Commission européenne
avait déclaré, comme fini, la crise migratoire qui avait commencé en 2015 et qui avait impliqué l'arrivée de 1 200 000 demandeurs d'asile en Europe. Donc je pense qu'on sait tous, pendant cette crise, la politique migratoire européenne avait fait preuve de toutes ses limites. Okay? Donc les pays ont été incapables de respecter les systèmes de quotas qu'ils avaient essayé d'imposer. Ils ne se sont pas mis d'accord sur les traitements des demandes d'asile. Ils avaient donné des fonds aux pays du Sud, à la frontière, pour essayer de retenir un peu, mais les capacités d'accueil de ces pays ont été débordées. Ils avaient donné des fonds à des pays où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés, comme la Libye ou la Turquie, et ils se sont avérés aussi inutiles, ces fonds. Donc, du coup, suite à ça, depuis 2015, l'Union européenne avait essayé de se doter des dispositifs et d'un cadre réglementaire pour gérer les flux légaux d'immigrés, surtout des gens hautement qualifiés, des étudiants, des chercheurs, aussi pour les travailleurs saisonniers, pour certaines réagrupations familiales. Pour les flux illégaux, ils sont accordés sur des traitements des demandes d'asile. Ils ont signé des accords de réadmission pour les retours des immigrés. Donc, ils ont essayé de faire des efforts, disons, pour établir un cadre commun. Mais tout ça, on a vu il y a quelques semaines, tout a été bousculé. Okay? Donc, suite aux images de l'aéroport de Kaboul, la première réaction de l'Union européenne a été de dire « OK, on va prévoir 1 100 millions d'euros à mobiliser. On va voir comment est-ce qu'on les répartit. » Donc, les ministres des Affaires étrangères sont réunis au début du mois. Ils n'ont pas encore pris des décisions, car il y a les élections demain en Allemagne, donc il faut quand même attendre. Mais en principe, voilà, sur les 1 100 millions, il allait y avoir 200 millions destinés aux femmes et personnes vulnérables, 300 millions qui devraient être utilisés dans les 2 ans à venir pour distribuer des réfugiés, et 600 millions qui doivent être destinés à donner le support au programme de construction des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, mais dans des pays tiers à l'Union européenne. L'objectif étant que les immigrants ne rentrent pas à l'Union. Donc, lors de justement ce sommet des ministres des Affaires étrangères, il y a des pays à couleurs diverses, parce qu'il y avait l'Autriche, qui est gouvernée en ce moment par une coalition entre les Verts et les conservateurs. Il y avait la Danemark, qui est social-démocrate. Et après, on a les partis populistes, la République tchèque. Et tout le monde a dit la même chose. Il ne faut pas envoyer le message aux Afghans qu'ils peuvent venir. Okay? Donc voilà, ça, c'est déjà peut-être une première différence par rapport à la crise de 2015. En plus, il y a une autre différence. L'Union européenne, cette fois-ci, ne va pas être toute seule dans cette crise. Pardon. Il va aller à la paire avec les Nations Unies. Il va mettre aussi les sujets sur la table dans la prochaine réunion des ministres d'Intérieur au G7. Mario Draghi a dit qu'il les mettra aussi sur les G20. Donc, il s'essaie d'impliquer qu'il y a une implication plus internationale. Mais voilà, on est face à une crise. Et, comme on dit, il ne faut jamais louper une bonne crise. Donc, c'est peut-être le moment aussi de mettre en place des pactes migratoires de grande envergure. On sait tous que la France prend la présidence de l'Union européenne en janvier 2022. Donc, c'est peut-être l'occasion, je ne sais pas si ça fait partie de l'agenda de Macron, là, de traiter cette thématique pendant la présidence, mais bon, c'est quand même aujourd'hui une occasion pour essayer qu'on ne pourra pas aborder tous les points de la politique migratoire, mais je pense que c'est une bonne occasion pour qu'on discute. Donc, aujourd'hui, on va voir 3 points de vue sur 3 aspects de la politique migratoire différents. Donc, c'est le professeur Ettore Recchi qui commencera en parlant plutôt de la libre circulation, la politique migratoire européenne, comment est-ce qu'elle est axée sur la libre circulation et sa défense. Ensuite, le professeur Rapoport il fera un point sur les systèmes des quotas échangeables avec matching. Il expliquera qu'est-ce que c'est ça. Et ensuite, le professeur Casarino, il parlera plutôt de la centralité de la réadmission dans les relations extérieures de l'Union européenne et ses États membres. Okay? Donc, un dernier point avant de passer la parole au professeur Ettore Recchi. Quand j'ai organisé cette table ronde, je savais que parmi les intervenants, il va y avoir des points de vue assez différents. On va tous avoir des points de vue différents sur ce que devrait être la politique migratoire européenne. Donc, c'est pour ça que je l'organise. Je ne voulais pas organiser une table ronde où on va tous être d'accord. Donc, c'est une occasion de débattre. Et la politesse et le respect doivent prévaloir le long du débat. Donc, voilà. Donc, je donne la parole au professeur Ettore Recchi. Merci Eva, merci à tous pour m'avoir invité, merci aux intervenants et au public qui viennent nous écouter et j'espère participer au débat de manière active et proactive. Je voudrais commencer par une remarque d'ordre plutôt général. On entend souvent dire l'Europe n'a pas de politique migratoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que l'Europe a au moins 2, voire 2
et demi politique migratoire. Ou même, l'Europe a une galaxie de politiques migratoires où il y a deux planètes centrales et deux pièces centrales qui sont la politique d'accueil des réfugiés, basée de manière originairement sur la Convention de Dublin, et la libre circulation des citoyens européens. Pourquoi j'ai dit 2,5? Car à côté de ces deux grandes planètes, il y a une autre planète importante qui est un peu un satellite de deux, qui est le système de Schengen. Après, il y a d'autres satellites un peu complémentaires, des corollaires, mais je pense que ces pièces de l'acquis européen, de l'acquis communautaire, sont les centres de la politique migratoire de l'Union européenne. Et mon argument est qu'en fait, le vrai soleil qui organise cette galaxie, ce système de politique, est la libre circulation des citoyens. C'est une politique très originale sur l'échelle mondiale. Il n'y a pas un accord pareil nulle part dans d'autres continents. Pensez par exemple au NAFTA en Amérique du Nord. Le NAFTA, c'est un accord de libre-échange, c'est un accord supranational, mais c'est un accord où il y a des murs aux frontières entre deux pays, entre les États-Unis et le Mexique. Et en fait, on vise à éviter l'immigration d'un pays à l'autre lorsqu'en Europe, on a un espace avec la possibilité de franchir les frontières sans demander d'autorisation, s'installer sans demander d'autorisation et travailler, étudier, prendre sa retraite et n'être pas discriminé dans aucun domaine vis-à-vis les citoyens du pays qui hébergent les migrants inter-européens. Même avec des droits politiques, la possibilité d'être électeur du Parlement européen en dépit du pays de résidence et d'être électeur des conseils municipaux. Donc c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire et dans la géographie. Il n'y a rien de similaire dans le monde. C'est une politique de succès, mais c'est aussi une politique qui a créé pas mal de crises. Pourquoi c'est une politique de succès? Fondamentalement pour deux raisons. Une, que c'est une politique très populaire. Pas toutes les politiques de l'Union européenne sont populaires, mais cette politique-là est en fait identifiée par les citoyens européens comme la politique, la meilleure politique de l'Union européenne. Vous savez, il y a une enquête périodique qui est menée par Eurostat, le bureau statistique de l'Union européenne, qui s'appelle Eurobaromètre. Donc, depuis le début de ce siècle, il y a une question récurrente dans l'Eurobaromètre qui est, pour vous personnellement, qu'est-ce que ça signifie l'Union européenne? Il y a 12 options de réponse. La paix, la prospérité, même des choses négatives comme plus de bureaucratie, je ne me souviens pas, mais d'autres choses, l'euro. Et plus de 50% des enquêtés régulièrement choisissent la liberté de voyager, s'installer, travailler, étudier dans un autre pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment les visages de l'Union européenne face à face à ses citoyens. Un autre motif du succès est qu'il y a eu de plus en plus de gens qui ont migré à la suite de ces régimes migratoires. En 1999, il y avait 6 millions de citoyens de l'Union qui vivaient dans un autre pays de l'Union. À la veille du Brexit, il y en avait 18 millions. Donc ça a été multiplié en 20 ans à 3 fois. Mais en fait, pourquoi ça s'est passé? Car il y a eu l'élargissement. L'élargissement de 2004 et après de 2007
ont constitué un grand essor des migrations de l'Est à l'Ouest de l'Europe. Et on le savait. L'élargissement était une politique migratoire. L'Union européenne a choisi de s'agrandir, mais en le faisant, elle savait qu'il allait engendrer des mouvements de population. Et en fait, c'était un mouvement qui visait, ça n'écrit nulle part, mais c'est un peu une logique implicite de l'élargissement, que ça allait auto-alimenter les régimes migratoires européens. L'Europe a besoin d'immigrants, l'Europe a besoin de main-d'œuvre immigrée, et cette main-d'œuvre, on ne voulait plus aller la chercher hors d'Europe, ou hors du continent géographique, des frontières géographiques de l'Europe. Avec l'élargissement, on a donné la priorité aux citoyens de ces nouveaux pays comme main-d'œuvre remplaçant des potentiels travailleurs étrangers qui venaient d'autres parties de la planète. Et en fait, en 1999, 70% de la population immigrée en Europe n'était pas européenne, et cette proportion est descendue en 2019 à 50%. Donc il y a eu un effet de substitution entre migrants extra-européens et migrants intra-européens. L'Union européenne se fonde sur la création d'un espace et un marché unique. Et cet espace sans frontières, unique, est habité, renforcé, rendu plus légitime par l'existence des gens qui circulent. Et c'est un régime un peu spécial d'immigration, car c'est un régime où il y a beaucoup d'allers-retours. Je cite pas l'avis de mon collègue Jean-Pierre Casarino, qui vit en Italie et travaille en Pologne. Moi, je suis né, j'ai encore de la famille en Italie, et je vis en France, et je travaille en France. Mais comme nous, il y a, comme je disais, actuellement 18 millions de personnes. Ils sont descendus, en fait. Et j'en parlerai, si j'ai le temps, avec le Brexit, car les 3,5 millions, 4 millions de personnes qui habitaient au Royaume-Uni ne sont plus des citoyens européens mobiles. Ils ont été dégradés à des immigrés comme les autres. Donc pas dans cette catégorie un peu spéciale d'immigrés qui sont des immigrés internationaux, car nous sommes des immigrés internationaux, mais avec toutes les caractéristiques des immigrés internes, de quelqu'un qui bouge d'une province ou d'un département à un autre du même pays. Donc, cette population, c'est une population stratégique aussi pour la légitimité de l'Union européenne. Et c'est seulement les 3% de la population européenne, mais si on regarde dans les temps, on a des estimations qu'à peu près 15% des citoyens de l'Union européenne ont vécu au moins 3 mois consécutifs dans un autre pays de l'Union européenne, dans quelques moments de leur vie. Donc, c'est un socle dur de légitimité de l'Union européenne. Il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a plein de statistiques qui montrent qu'en fait, il y avait avant le Covid, après, ça, on verra comment ça change, mais je pense que ça ne changera pas beaucoup dans le long terme, entre 1 million et 1,5 million d'Européens qui transféraient leur résidence durant une année d'un pays à l'autre de l'Union. Mais à peu près la moitié, c'était des gens qui rentraient dans leur pays d'origine. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a vraiment une circulation. C'est un régime circulatoire, ce qui fait aussi la force de ce régime, car ça a signifié que pendant, par exemple, certaines crises, les immigrés inter-européens ont pu rentrer à leur pays d'origine pour répartir à la suite et pour avoir aussi des parcours plus originaux de mobilité au sein de l'Union européenne. J'ai peur d'avoir dépassé mon temps, donc je m'arrête là. J'ai d'autres choses à dire, mais ça viendra. C'est le deuxième tour. OK. Donc, je passe la parole au professeur Rapoport. Bien, bonjour. Merci à Eva, Cécilia pour cette invitation.
J'imagine que la raison pour laquelle Eva m'a invité à cette table ronde, c'est parce qu'il y a 5-6 ans, au moment de ce qu'on a appelé la crise migratoire de 2015, il y avait eu des propositions de la Commission européenne qu'ils avaient regroupées sous le titre du nouvel agenda pour la migration en Europe, avec une mesure phare qui était d'établir des quotas de réfugiés par pays, qui constatait je ne vais pas dire l'échec du système de Dublin, mais en tout cas le fait que le système de Dublin crée de très grandes inégalités dans l'accueil des réfugiés en Europe, entre pays, avec deux types de pays qui recevaient énormément de réfugiés, soit les pays de première entrée, qui d'après la loi européenne, donc sont les pays qui sont responsables d'accorder l'asile aux gens qui en font la demande, donc le pays de première entrée sur l'Union européenne, et c'était beaucoup, à l'époque, surtout la Grèce et l'Italie, et puis les pays les plus désirés sur le plan économique comme destination de ces réfugiés, et là c'était principalement l'Allemagne, pour des raisons à la fois d'attractivité économique, mais aussi d'ouverture. On a tous en mémoire, à la veille de son départ, les mots de bienvenue d'Angela Merkel aux réfugiés qui étaient sur les routes européennes. Donc, on avait une très grande disproportion donc, entre certains pays qui recevaient beaucoup de réfugiés, soit parce que c'était les pays de première entrée, soit parce que c'était les destinations où où les réfugiés souhaitaient arriver, et les autres pays qui étaient peu demandés, peu concernés par ce problème de l'accueil des réfugiés. Donc ça a créé des dissensions, et à l'époque j'avais écrit un certain nombre d'articles, et en fait j'avais écrit avec un collègue espagnol des articles plus théoriques, 1 ou 2 ans avant cette crise, pour réfléchir à ce que pouvait être la contribution d'un économiste sur la répartition des réfugiés dans le contexte européen. Il se trouve que cette crise a eu lieu et que ce qu'on proposait avant, 1 an ou 2 avant la crise, c'était un système dont la première pierre angulaire était un système de quotas par pays. Donc ce n'est pas très original, hein, mais c'est quelque chose qui existe dans la littérature économique, qui est de dire, quand on a un bien public, et tout le monde reconnaît que l'accueil des réfugiés c'est un bien public international, donc un bien public dans le sens où quand un pays accueille des réfugiés, eh bien, ça fait plaisir, ça fait du bien aux autres pays qui sont concernés qui ont une préoccupation humanitaire. Donc, si en tant que Français, on souhaite soulager la misère du monde, ben, on est content, par ailleurs, que ce soit d'autres qui le fassent à notre place. D'accord ? Et donc, ça crée un problème qu'on appelle le problème du passager clandestin. C'est par hasard que ça s'applique à ce contexte, qui est que on est content qu'on lutte contre la pauvreté, qu'on lutte contre la pollution, mais on préfère que ce soit les autres qui le fassent. Et donc ça pose un problème d'accords internationaux. Et en économie, on a traditionnellement 2 instruments qu'on essaie d'appliquer pour résoudre ces problèmes qu'on appelle d'externalité, c'est-à-dire que les décisions de certains ont un impact sur le bien-être des autres pays, affectent le bien-être des autres pays. Donc un instrument, c'est taxer, subventionner, donc c'est ce qu'on fait pour la pollution en essayant de trouver une taxe carbone, c'est un des instruments qu'on utilise, et l'autre, c'est un instrument qu'on appelle les quotas échangeables, c'est-à-dire qu'on répartit la responsabilité entre pays en disant vous avez le droit de faire ceci ou vous devez faire cela, voilà un quota qui définit votre part de travail à faire, disons, mais ensuite on laisse les partenaires dans ce système la possibilité à certains d'en faire plus, à certains d'en faire moins, avec des compensations. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le système des quotas échangeables. C'est une autre tradition en économie publique. Donc on avait cherché à réfléchir à ce problème des réfugiés sous cet angle-là, avec un premier étage d'un mécanisme qui était définir des quotas. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire, on le voit dans les négociations sur le changement climatique, par exemple, et les accords de Kyoto, etc., que c'est la phase pratiquement la plus délicate dans les accords internationaux, parce qu'elle revient à attribuer une responsabilité à chacun dans les engagements et à faire et dans la culpabilité, disons, par rapport aux problèmes générés dans le passé. Et il y a beaucoup d'accords internationaux potentiels à chope sur cette question de l'acceptation par chacun de sa part de responsabilité.
Donc c'était assez extraordinaire que la Commission, en 2015, après un premier échec au printemps, au début de la crise migratoire, à l'automne, ait réussi à faire voter par 23 sur 26 pays, je crois, à l'époque de l'Union européenne, ce nouvel agenda sur la migration qui avait comme comme mesure la plus emblématique le fait de faire des quotas. Alors il se trouve, Eva l'a rappelé, que ce système a échoué. Je pense qu'on n'a pas fait l'analyse des raisons fondamentales de cet échec. En tout cas, je n'ai pas vu, et là je renvoie la balle à mes collègues, notamment politistes, d'essayer vraiment de proposer une analyse. Qu'est-ce qui a expliqué cet échec? D'un point de vue économique, on va dire il y avait certains pays pour lesquels c'était trop coûteux de le faire. C'est un peu une évidence ou une tautologie de dire ça. Et donc, il faut réfléchir à des méthodes qui permettent de réduire le coût pour les pays de participer à ce type d'accord. C'est ce qu'on avait proposé donc, avec mon collègue qui a un nom très long, il s'appelle Jesus Fernandez Huertas Moraga, c'est une seule personne. Et on avait fait plusieurs articles sur cette question-là. Et ce qu'on proposait, c'était de faire ces quotas, dans un deuxième temps de les rendre échangeables, comme j'ai dit, c'est-à-dire évidemment une critique qu'on nous fait spontanément, que je préfère préempter, on n'échange pas des êtres humains, on échange des visas, des quotas d'admission. On peut le faire de différentes façons. On peut le faire d'une manière qui cherche à trouver la compensation qui rend compatible les désirs de chaque pays. En fait, une manière de l'expliquer assez logiquement, c'est de dire, plutôt que de dire au pays, voilà, vous devez accueillir tant de personnes, et c'est votre responsabilité de le faire, voilà comment on partage la responsabilité, on leur dit, vous avez deux méthodes, deux moyens de contribuer au bien public, soit par la solidarité physique, en accueillant les gens, soit par la solidarité financière, en versant des compensations financières à d'autres pays. Si vous voulez faire moins que votre quota, vous versez des compensations financières à d'autres pays qui font plus que leur quota, afin d'atteindre un objectif total d'admission qui a été fixé dans le cadre des travaux en commun. Et la Commission avait fixé dans un premier temps 40 000 réfugiés au printemps, ou 60 000 je crois, en fait c'était 40 000 réfugiés qui étaient à relocaliser et 20 000 qui étaient à, comment on dit, to resettle, à Jean-Pierre, à réinstaller, merci. Donc ça faisait 60 000, mais de toute façon ça avait été refusé par le Conseil, ça c'était en mai ou juin 2015. Mais en septembre-octobre 2015, on avait augmenté la jauge à, je crois, 120 000 personnes ou 180 000 personnes, de manière immédiate, en jetant les bases d'un système qui devait être permanent pour faire face aux flux futurs. Et ce débat revient maintenant sur la table avec l'actualité en Afghanistan, là encore, comme l'a rappelé Eva. Et puis le troisième élément qu'on proposait, qui est aussi issu de l'Theory Economics, celui-là plus récente, c'était ce qu'on appelle le matching, l'appariement en français, c'est-à-dire essayer d'utiliser des méthodes qui permettent d'améliorer ce qu'on appelle le match, l'appariement, entre un réfugié et une destination. Et ça a beaucoup d'avantages intrinsèques, ça permet notamment d'éviter un des gros problèmes qu'on a dans le système actuel en Europe, c'est que même si un pays admet un réfugié, il y a beaucoup de réfugiés qui vont ensuite là où ils souhaitaient aller. Même si on dit aux gens, il faut aller en France, par exemple dans le cas du système de quotas, le Portugal a accueilli quelques centaines de réfugiés, mais ils sont tous partis ailleurs. En Italie, on sait bien que les gens arrivent en Italie, et puis au moment où on doit leur faire leurs papiers, leur prendre leurs empreintes pour étudier leur demande d'asile, on leur ouvre la porte, on leur montre la direction de la gare de Milan, mais ils la prennent, d'accord? Et ils vont vers le nord, vers Munich et l'Allemagne. Donc, un problème avec le matching, c'est d'essayer de réduire la remigration au sein de l'Europe en essayant de placer les gens dans les endroits où ils sont le plus susceptibles de rester, on va dire. D'accord? Parce que ça correspond à leur demande, mais aussi ça prend en compte les préférences, on dit dans le langage du matching, les priorités
des gouvernements. Certains gouvernements peuvent préférer accueillir des familles ou des individus seuls. Certains gouvernements peuvent préférer accueillir des gens qui maîtrisent l'anglais ou le français ou certaines langues. Certains gouvernements préfèrent accueillir des gens qui ont déjà de la famille ou des communautés d'accueil sur place plutôt, et d'autres vont dire au contraire, on veut éviter les enclaves, on préfère la diversité, on préfère prendre des gens qui n'ont pas justement de communautés importantes déjà dans le pays. Donc les pays ont des préférences, des priorités différentes sur le type de réfugiés qu'ils souhaitent accueillir, et les réfugiés ont également, eux, des préférences, ils préfèrent arriver dans le pays A, le pays B, le pays C, ils ont un certain classement par rapport au pays qu'ils souhaitent. Et bien, le matching, c'est une manière d'essayer d'optimiser cet appariement. Et donc, c'était la troisième ingrédient, la troisième composante du système qu'on proposait. Et je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques, mais ces deux systèmes, le quota échangeable et le matching, se complètent bien l'un l'autre parce que, disons que l'un corrige les défauts de l'autre. Je donne peut-être juste des indications intuitives. Le matching est issu principalement du choix d'école. Ça a été utilisé, c'est un économiste qui s'appelle Alvin Roth, qui a eu le prix Nobel en 2012, pour ses travaux sur le matching, et donc qui ont été appliqués dans différents contextes, mais principalement dans l'affectation d'élèves à des écoles, l'affectation d'internes à des hôpitaux en médecine, etc. Comment faire en sorte qu'on essaie d'améliorer la qualité du match. Et donc, le matching, comme on va envoyer des réfugiés que là où ils souhaitent aller, c'est une manière de les protéger, de faire en sorte que les pays qui ne sont pas attractifs ne reçoivent pas de réfugiés, que les réfugiés aillent là où ils souhaitent aller. Et c'est une correction par rapport au problème de quotas échangeables, parce que le risque avec les quotas échangeables, c'est que des pays accueillent des pays pour avoir des fonds, mais traitent les réfugiés de manière pas humanitairement acceptable. Et d'un autre côté, si on faisait que du matching, le problème, c'est que autant les écoles souhaitent être choisies par les élèves, et si possible choisir les meilleurs élèves, autant dans le système d'asile, il y a beaucoup de pays qui sont très contents s'ils ne sont pas choisis, et qui pourraient même, dans un système de matching, faire en sorte de ne pas être choisis, et donc de maltraiter les réfugiés pour ne pas être une destination choisie. Mais dans ce qu'on propose avec le système de quotas échangeables, ils devraient compenser à ce moment-là, s'il y a moins de réfugiés que leur quota, ils devraient compenser les autres pays pour le fait que les réfugiés ne viennent pas vers eux, et donc ça leur donnerait au contraire des incitations à améliorer leur offre d'une certaine manière et à être plus accueillants. Il y avait eu cette fameuse phrase à l'époque, en 2015, du Premier ministre tchèque qui avait dit « Les réfugiés du Moyen-Orient et d'Afrique ne veulent pas venir chez nous parce qu'il fait trop froid ». Mais c'était à prendre au sens vraiment où on n'est pas accueillant, il n'y a pas de chaleur dans l'accueil offert aux réfugiés. Évidemment, ils vont en Suède où on sait tous qu'il fait très chaud. Et donc voilà, donc c'était un peu ces questions-là qu'on essaie d'amener et que on pense que cette proposition est toujours d'actualité. Voilà. Okay. Donc je passe la parole à Jean-Pierre. Professeur Casarino, pardon. Non, pardon. Non. Merci. Bonjour à tous. Mon intervention donc porte sur la réadmission. La réadmission est probablement un terme... Pardon. Donc je disais, mon intervention porte sur la réadmission. C'est un terme dont vous avez probablement entendu parler. La réadmission est en fait la procédure visant à expulser une personne qui n'a pas ou n'a plus le droit de séjour ou de résidence sur le territoire d'un pays d'accueil. C'est une forme d'expulsion. La réadmission, l'expulsion en tout cas, a, je dirais, pris de l'ampleur au cours des 20-25 dernières années. Elle fait partie intégrante des politiques migratoires, non seulement de l'Union européenne, mais de tous les États membres de l'Union européenne. Il y a donc une véritable centralité de la réadmission. Voilà. C'est un élément qui me semble important à évoquer, tout d'abord, parce que
si certains d'entre vous ont entendu parler du nouveau pacte sur la migration et l'asile, la question de la réadmission est absolument centrale. Elle est vraiment très bien développée. Également dans le dernier accord post-Cotonou entre les pays ACP et les pays de l'Union européenne, dont les négociations ont abouti en avril 2021, vous avez tout un chapitre, le chapitre 4 de cet accord post-Cotonou, qui entrera bientôt en vigueur une fois que le processus de ratification aura lieu. Eh bien, il y a un chapitre, le chapitre 4, qui détaille toutes les procédures visant à expulser les migrants en situation irrégulière. Donc, c'est vous dire à quel point cette question, est véritablement centrale dans le cadre des politiques migratoires, non seulement en Europe, mais à une échelle beaucoup plus globale. En effet, le nombre d'accords bilatéraux en matière de coopération sur la réadmission, donc les États coopèrent pour expulser les migrants en situation irrégulière, n'ont fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on recense à l'échelle européenne, je parle d'accords européens conclus avec des États non européens, des États tiers, comme on les appelle dans notre jargon, on recense plus de 330 accords bilatéraux en matière d'expulsion des étrangers en situation irrégulière et des déboutés du droit d'asile. Alors je trouve que c'est un peu un paradoxe que d'observer autant d'accords bilatéraux et puis de constater sur la base des données statistiques d'Eurostat, Eurostat étant l'institution qui recueille les statistiques à l'échelle européenne, on se rend compte que finalement le nombre de personnes expulsées du territoire européen n'a pas véritablement évolué. C'est plus ou moins à peu près 140 000, 150 000 personnes qui véritablement quittent le territoire, sont expulsées, j'entends, plutôt. Alors que vous avez également un nombre assez important d'ordres d'expulsion à l'adresse de déboutés du droit d'asile ou de personnes en situation irrégulière. Donc si vous voulez, il est intéressant de noter que les accords bilatéraux ont augmenté, le nombre d'accords a véritablement augmenté, mais finalement, le nombre de personnes expulsées est resté plus ou moins le même au cours, je dirais, des 10 dernières années. Alors pour, parler, de ce paradoxe, je pense qu'il est important tout d'abord de parler d'un véritable système européen de la réadmission qui s'est développé au-delà des égoïsmes nationaux. Alors pour comprendre ce développement sans précédent, je vous ai parlé de 330 accords bilatéraux, c'est énorme, puisqu'il engage à l'heure actuelle plus de 85 pays à l'échelle globale. C'est important de le remarquer. On peut naturellement s'appuyer sur une explication qui est immédiate, qui est celle de la sécurisation des politiques migratoires. Tout à fait. C'est une explication tout à fait valable où la réadmission vise à sanctionner une personne en situation irrégulière. Donc c'est un élément d'explication qui a, disons, sa force dans cette tendance à s'appuyer sur un système en expansion visant à expulser les migrants en situation irrégulière et les déboutés du droit d'asile. Cela illustre également la centralité de l'État, disons, où véritablement l'État et son appareil judiciaire veillent en quelque sorte à ce qu'une personne en situation irrégulière soit véritablement expulsée, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les statistiques ne semblent pas démontrer qu'il y a une croissance du nombre de personnes expulsées. Voilà. Ce système de la réadmission est sécuritaire, bien évidemment, on ne peut pas le nier, mais il a également une fonction régulatrice. Et pourquoi ? En fait, il n'aurait jamais été aussi important, il n'aurait jamais atteint une telle proportion au-delà de son efficacité. Je ne m'y attarde pas. Mais ce système a également une fonction régulatrice puisqu'il permet d'assurer la migration temporaire des travailleurs migrants arrivant de manière régulière en Europe. De quelle manière ? Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis l'après-guerre, depuis
depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des programmes d'accueil de la main-d'œuvre étrangère en provenance d'Espagne, d'Italie, du Portugal, ensuite des pays d'Afrique du Nord, etc., et des pays d'Afrique subsaharienne. Très bien. Ces programmes se sont développés, mais ils ont, disons, eu un effet, les économistes parlent d'un effet de distorsion, c'est-à-dire qu'ils ont également permis l'installation des travailleurs migrants et de leurs familles par le regroupement familial. Aujourd'hui, les États européens veulent absolument, si je peux me permettre, tirer des leçons de ces erreurs, si tant est que cela constitue véritablement une erreur que d'accueillir les membres de sa propre famille, naturellement, et d'octroyer un droit fondamental, qui est le droit à la vie familiale, naturellement. Les États européens ont en fait, imaginé un mécanisme de contrôle de la mobilité de la main-d'œuvre étrangère en s'assurant que cette dernière ne portera pas également le regroupement familial par une migration dite mobile, circulaire, temporaire, fondamentalement, et pour s'assurer qu'elle soit temporaire, il faut également que l'on ait des accords bilatéraux avec les pays d'origine, de manière à ce que ces derniers coopèrent au cas où le migrant dépasse la durée légale de son contrat de travail. Donc il est absolument important d'avoir des accords bilatéraux en matière de réadmission. Vous comprenez la fonction régulatrice, c'est ça. Elle permet d'assurer, en quelque sorte, le caractère temporaire de la migration de la main-d'œuvre étrangère. Donc, le temps détermine tout. Il y a une contraction, c'est ce qu'on observe, du temps des migrations, qui non seulement a un impact sur le droit au regroupement familial, mais également le droit, par exemple, le droit à la formation professionnelle, le degré de socialisation des migrants, des travailleurs migrants sur le lieu de travail. Le temps détermine tout. C'est une chose qui me paraît absolument évidente. Donc, cet aspect, pour terminer mon intervention, est absolument essentiel pour comprendre que la réadmission n'est pas uniquement un instrument de lutte, comme certains leaders politiques veulent nous l'annoncer, de lutte contre l'immigration irrégulière, ce qui n'est absolument pas vrai. La réadmission gère les conséquences de la migration irrégulière, les conséquences, mais elle ne traite en aucune manière les causes de la migration irrégulière. Ça, c'est un premier point. Et elle a, comme je vous l'ai dit à l'instant, j'ai essayé de vous le démontrer en peu de temps, une fonction véritablement régulatrice, puisqu'elle tend, disons, à contenir le temps des migrations. C'est très important. Je trouve qu'il est intéressant, pour terminer, pour conclure, en une minute, de constater qu'on est dans un contexte de forte réglementation des migrations internationales par les États, dans un contexte marqué par, disons, le retrait de l'état de l'économie, une sorte de déréglementation des politiques du marché du travail, où l'État finalement n'intervient pas autant qu'avant, on va dire, mais l'État a malgré tout besoin d'intervenir dans la réglementation des flux migratoires. Je trouve que l'élément entre déréglementation des politiques d'emploi et réglementation accrue des politiques migratoires, ce sont les deux faces d'une même médaille, d'une certaine manière, qui permet en quelque sorte à l'État de montrer aux électeurs qu'il est présent, qu'il peut encore intervenir pour, en quelque sorte, donner l'illusion, je dirais, à un segment de la population active, celle précarisée, celle ubérisée, que les quelques droits qui leur sont encore acquis peuvent être encore protégés compte tenu déjà de la vulnérabilité dont les travailleurs migrants font déjà l'objet dans le cadre de cette réglementation accrue des politiques migratoires. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu les deux faces d'une même médaille, d'une certaine manière. On pourra peut-être en parler durant le débat. Merci. Merci beaucoup. Voilà, pardon. Donc, on avait dit chaque intervenant allait faire une première intervention. Là, on fait un deuxième tour des répliques plus courts. Ensuite, on passe la parole au public. Donc, le professeur Toreraki. Voilà, je me lie à l'intervention de Jean-Pierre Cassarino, car il y a quelque chose dans l'actualité qui relie la question des réadmissions et la question de la libre circulation. Hier ou avant-hier, le vice-ministre du Travail, me semble, là ça m'échappe, un ministre du gouvernement anglais a dit formellement que les citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni, qui ne remplissent pas
les nouvelles règles pour leur permanence au Royaume-Uni vont être expulsés. Donc, il y aura une possible réadmission des anciens citoyens européens qui, de manière libre, sous les couvercles d'un acquis communautaire, de la loi communautaire sur la libre circulation, s'étaient installés au Royaume-Uni. C'est plutôt fort comme déclaration et ça me conduit un peu disons, à retravailler ce que j'avais dit sur la libre circulation comme une politique migratoire centrale et des succès dans l'Union européenne. En fait, il y a une démonstration à contrario de l'importance de la libre circulation, c'est que la libre circulation a engendré la plus grande crise jamais vécue par l'Union européenne, c'est-à-dire le Brexit. Il y a un tas d'évidences qui montrent qu'en fait, les citoyens britanniques qui ont voté pour le Brexit l'ont fait car ils rejetaient la libre circulation. Ils en avaient marre de l'immigration d'autres citoyens européens. Les Polonais, les Roumains, mais aussi les Italiens, les Espagnols, les Grecs. Le Royaume-Uni a été victime du succès, le Brexit est un peu le résultat du succès de cette politique migratoire. Là, je dis ça un peu pour développer le débat. À côté de moi, il y a un économiste éminent. Quand en 2004, il y a eu l'élargissement, les gouvernements britanniques de l'époque avaient commissionné à des économétristes d'estimer combien des nouveaux citoyens de l'Union européenne étaient attendus s'installer au Royaume-Uni. Et donc, ces économétristes ont fait une estimation. Ils ont dit que ça va être entre 20 000 et 50 000 personnes dans les prochains, je ne me souviens pas, si 2 ou 3 ans. Et en fait, ils ont reçu des centaines, des milliers, voire des millions d'immigrés en peu d'années. Le Royaume-Uni en 2004, sur la base de ces estimations des économétristes, avait décidé de ne pas appliquer les régimes transitoires qui limitaient les flux migratoires depuis les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Et donc, le Royaume-Uni, autant que l'Irlande et un peu moins la Suède, qui n'avaient pas appliqué ces régimes transitoires, avait été ciblé comme destination principale de ces nouveaux flux migratoires intra-européens. Donc, vous voyez, la libre circulation a été un grand succès. C'est un régime migratoire plutôt extraordinaire sur l'échelle globale, mais il a été aussi la cause de la plus grande crise vécue par l'Union européenne, dont les conséquences ne sont pas encore complètement absorbées. Et comme je vous disais, il y a la possibilité que des citoyens européens qui avaient migré à la suite du régime de libre circulation soient expulsés par un ancien État membre de l'Union. Merci. Je donne la parole pour sa réplique au professeur Rapoport. Donc, Bien, merci. Mais je ne pensais pas réagir sur vos interventions, mais je vais devoir réagir sur ce que Ettore vient de dire. D'abord pour dire que je n'étais pas dans ce panel d'économistes qui a fait ces prévisions. Ça nous rassure. Et ensuite, on dit en économie que c'est très dur de faire des prévisions, surtout sur le futur. Donc, voilà. Ceci étant, je pense peut-être, comme vous le savez, les économistes sont des gens modestes qui laissent aux sociologues et aux politologues les grandes réflexions et qui se concentrent sur plus des petits problèmes techniques, comme mon histoire d'algorithmes, de matching ou des choses comme ça. Mais je voudrais quand même peut-être leur renvoyer à nouveau la balle sur... on a parlé des migrations de réfugiés parce que ça relève du droit humanitaire, mais il n'y a pas de droit à la migration. On a un droit à l'asile, mais on n'a pas un droit à migrer. Et voilà, c'est une vaste question. Et
je pense que une manière dont j'aime bien y réfléchir, c'est de poser la question par rapport à qu'est-ce qui est juste, hein, de ce point de vue-là. Et quand on voit que, quand on regarde les inégalités dans le monde, hein, si vous prenez 2 personnes qui sont tirées au hasard sur la planète et que vous essayez de comprendre d'où viennent les inégalités de revenus entre elles, vous pouvez regarder entre hommes et femmes, entre différents groupes ethniques, différentes religions, différents niveaux d'éducation, d'âge, d'expérience professionnelle, de background familial, etc. Toutes ces choses-là, toutes ces différences interindividuelles expliquent au plus 1/3 des écarts de revenus. Et les 2/3 sont expliqués juste par le pays dans lequel ils sont nés et dans lequel ils vivent. Donc 2/3 de l'inégalité dans le monde, elle vient uniquement du pays où on est né. Donc une inégalité n'est pas forcément une injustice, hein, mais il paraît clair que le seul moyen véritablement de lutter contre ces énormes inégalités globales, c'est d'ouvrir un peu plus les frontières. Et d'un point de vue de théorie de la justice et de philosophie de la justice, il y avait cette fameuse théorie de la justice de Rawls qui fait encore référence, où on demande aux gens de faire un choix impartial, comme s'ils étaient sous voile d'ignorance, donc s'ils ne savaient pas de quel côté de la frontière ils allaient naître. Alors, dans la théorie de Rawls, c'est si on va naître riche ou pauvre, on doit choisir le système de redistribution sans savoir s'il va nous bénéficier ou pas. Et cette théorie, c'est qu'on va tous choisir beaucoup d'assurance sociale pour se protéger contre le risque qu'on soit né pauvre. Si on applique ça à la migration, ça veut dire, si on ne sait pas de quel côté de la frontière ou de la Méditerranée on va naître et qu'on doit choisir la politique migratoire, ça me paraît évident qu'on va tous choisir des frontières beaucoup plus ouvertes que ce qu'elles sont. Voilà. Merci. Je vais passer la parole au professeur Casarino. Oui, d'accord. Alors, je vais réagir à contrario sur disons, une expression qui a été utilisée par Hillel lorsque, à un moment donné, tu as dit que l'accueil des réfugiés constitue un bien public. Je trouve que c'est intéressant, c'est ce que tu as dit, hein, n'est-ce pas? Tu le penses réellement? Parce que, si tu veux, je pense qu'on a tous été témoins de la manière dont l'accueil des réfugiés a été en quelque sorte traité par les leaders politiques, pas uniquement en France, mais également dans d'autres pays, en Italie, pays où je vis d'ailleurs, en Allemagne. Probablement, oui, en 2015, lorsqu'il y a eu cet afflux massif de demandeurs d'asile en provenance de Syrie, je me souviens que l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Thomas de Maizière, parlait d'un dividende. Il ne parlait pas de fardeau. C'est le terme que beaucoup de politiques, malheureusement, utilisent pour parler disons, de l'asile, tout simplement. Donc ensuite, ce fardeau qui doit être partagé, le partage du fardeau d'ailleurs, burden sharing, c'est ainsi que cela se traite, en tout cas dans la rhétorique, dans le discours politique. Et moi, je crois que justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas une vision de l'accueil des réfugiés comme étant un bien public. Mon Dieu, si c'était un bien public, si vraiment tout le monde le percevait comme ça, je crois qu'on pourrait résoudre une bonne partie du problème. Problème que M. Thomas de Maizière, dans son discours en 2015, parlait pour la première fois des réfugiés en tant que dividende, donc quelque chose de positif. Un dividende pour l'Allemagne, en fait. Et c'était un autre discours. Il le faisait volontairement. Les mots ont un poids en politique, bien évidemment. Il ne parlait pas de fardeau, il a parlé de dividende. Et voilà, malheureusement, je crois que, je ne sais pas si c'est vraiment un bien public. Voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez, Hillel, pourquoi tu emploies ce terme? Quelle a été la carrière de Thomas de Maizière depuis cette expression? Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Je ne sais pas s'il y a une corrélation. Bon, merci beaucoup tous les trois pour vos interventions très intéressantes. Donc, je vais passer la parole au public, parce qu'une table ronde, c'est pour faire du débat. Par contre, dès que quelqu'un prend la parole, ce que je remercierais, c'est que la personne se mette debout et qu'il parle haut, parce que sinon, on ne va rien entendre. Et qu'on répète peut-être. Sinon, s'il se rapproche ici. Il y a un micro. Oh, extraordinaire, pardon. Ok, donc vous levez la main et madame s'approchera de vous pour
pour vous rapprocher le micro. Donc voilà, est-ce qu'il y a des... Voilà, je laisse choisir. Merci. Je profite de la présence d'économistes pour poser une question d'économie, mais qui rejoint aussi la question posée par Jean-Pierre Cassarino sur le bien public. Pour un économiste, c'est un bien public. Pour la population, ça n'en est pas forcément un. Un économiste va traiter ça comme un bien public. Et la population peut le considérer comme un mal, par ailleurs. Donc il faut argumenter, il faut donner des éléments pour que notre monde soit plus accueillant et qu'on réduise les inégalités mondiales, comme l'a proposé Hillel Rapoport. Alors, ma question est la suivante. Il y a pas mal de travaux d'économistes sur les conséquences économiques, sociales, les gains, les pertes. Est-ce qu'on peut enfin étayer, étoffer, être sûr, et il ne me semble pas, à travers tout ce que je lis, que la migration, c'est tout le temps du gagnant-gagnant et que tout le monde gagne. Il y a des gagnants, il y a des perdants, il peut y avoir aussi des perdants, des gens dont les salaires sont comprimés, des gens qui risquent de considérer que le chômage va monter, etc. Alors globalement, on est pour un monde ouvert, hein, même un monde sans frontières, mais pour contrer ce discours politique qui va du refus de la migration avec des arguments économiques au refus de la migration avec des non-arguments de haine, de peur, etc. Qu'est-ce qu'on peut répondre sur ce terrain-là? Enfin, je pense aux travaux d'Hippolyte d'Albis, d'Anthony Edo, etc., etc. Bien, merci. Donc, je vais répondre d'abord sur la question de bien public et puis sur votre question ensuite. Alors, bien public, ça a une définition qui vient de la théorie économique. C'est simplement un bien qui donne des bénéfices à plusieurs personnes en même temps. C'est ça, à une collectivité. Donc ici, l'accueil de réfugiés, c'est un bien public dans le sens au niveau international. C'est un bien public international dans le sens où... Peut-être plus proche, je ne sais pas pourquoi. Oui, il remarche là? Oui, d'accord. Oui, ça marche. Ça devait être un faux contact. Donc si la France est heureuse de diminuer la pauvreté dans le monde, la misère dans le monde, l'accueil de réfugiés, enfin de réduire le malheur dans le monde, tout pays qui le fait, de son point de vue, c'est bien. C'est comme, par exemple, si vous voulez lutter contre la pauvreté, vous êtes heureux quand il y a des gens qui donnent pour réduire la pauvreté. D'accord ? Et vous êtes heureux, dans une certaine manière, de donner vous-même, mais vous préférez que ce soit d'autres qui le fassent. Donc ça pose un problème, un bien public qu'il faut résoudre, parce qu'il y a une incitation à se reposer sur les autres. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver des moyens d'organiser l'action collective pour fournir un bien public. Donc c'est dans ce sens-là. Donc je rebondis ensuite sur ce que vous avez dit, que l'immigration peut générer des pertes et des perdants, c'est tout à fait exact. C'est un débat différent. Hein. Dans ce que je proposais, justement, le principe des quotas échangeables, ça part justement du constat que certains pays, du fait de leur structure démographique, des opinions publiques, de leur culture, de leur tradition, pour certains pays, c'est moins coûteux, je dis coûteux pour faire un résumé, que pour d'autres d'accueillir des réfugiés. Pour certains pays, il y a des crispations énormes par rapport aux réfugiés. Ça peut être parce qu'ils sont en situation de chômage et qu'il y a déjà des populations en situation de précarité qui sont menacées par l'immigration, pour reprendre des exemples que vous donnez. Mais pour ces pays-là, il y a la possibilité de prendre moins de personnes que leur quota, mais en versant des compensations. D'accord ? D'autres pays sont, du fait, comme je l'ai dit, de leur structure démographique, leurs besoins de main-d'œuvre, etc., de leur tradition d'accueil, de leur attitude générale vis-à-vis de la diversité, plus ouverts. D'un point de vue économique, on va dire, il y a des pays qui ont un avantage comparatif dans l'accueil, dans l'hospitalité, et ce système qu'on propose leur permet d'exploiter cet avantage comparatif. Et donc il y a des gains globaux grâce à ce système. Donc sur les travaux que vous évoquez, il se trouve que j'ai un article avec Anthony Edo justement sur ces questions-là. Oui, il y a des perdants dans la migration, il ne faut pas les nier.
il y a eu, par exemple, les économistes ont été un peu aveugles sur le commerce international, en pensant que le commerce international c'était bon pour tout le monde, c'était très bien, jusqu'à ce qu'il y ait des travaux plus récents qui montrent que, quand même, dans les secteurs et les zones où il y avait une concurrence des importations, eh ben, il y avait des pertes, il y avait des gens qui perdaient leur emploi, il y avait des délocalisations, il y avait des choses comme ça, et que ça avait un coût. Alors les coûts sont peut-être faibles par rapport aux gains, mais ils ont tendance à être concentrés sur des populations très spécifiques. Alors, avec l'immigration, c'est encore moins, enfin, on est moins avancé dans la recherche sur ces questions-là, mais il y a, d'une certaine manière, on voit que effectivement, il y a une concurrence des immigrés, principalement avec les immigrés qui sont arrivés dans la vague d'avant, mais aussi avec des populations qui sont vulnérables, précarisées, dans des industries qui sont déjà en déclin, dans des régions sinistrées, etc., etc. Et s'aveugler par rapport à ça, et être naïf par rapport à ça, c'est un très grand danger, absolument. Du coup, moi j'avais une question assez... Est-ce que vous pouvez... Okay. Pardon. Je me demandais juste quel était en fait vraiment le rôle de l'OFPRA et quels étaient ses liens avec les politiques décidées au niveau de l'Europe, en fait. Voilà. Tu as compris la question? Oui, l'OFPRA, c'est pour Jean-Pierre. Hein. Je veux bien. Bon. Donc, j'ai bien compris. Quel a été le rôle de l'OFPRA dans la définition des politiques européennes en matière d'asile, c'est ça? En fait, dans un sens ou dans l'autre, en fait, et quel est actuellement son rôle, quoi. Je sais que c'est un peu naïf comme question. Non, non, c'est pas du tout naïf, au contraire, mais le seul problème, je suis incapable de vous donner une réponse précise, tout simplement parce que je sais ce que c'est que l'OFPRA, bien évidemment, mais je ne connais pas assez bien ses travaux, honnêtement. Et je ne sais même pas quel canal de communication il y a eu entre l'OFPRA et Bruxelles, si vous voulez. Donc je ne peux pas me hasarder à vous donner une réponse. Est-ce que les chercheurs peuvent accéder, en fait, à ces mécanismes-là de communication, vous voulez dire, en fait, comme institution l'OFPRA, en tout cas, comme institution étatique, elle doit nécessairement, comment dire, to comply, c'est-à-dire se conformer, voilà, aux directives européennes. Donc, celle de 2013 en matière de procédure d'octroi de l'asile, si vous voulez. Mais que dire, je ne sais pas si elle a joué un rôle dans les orientations qui ont été proposées en 2013. Ça, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Après, je rajoute juste une observation. C'est vrai ce que vous dites, qu'il y a une grande modulation, une grande variation dans les taux de réception des demandeurs d'asile. Donc, si on regarde là, je ne me souviens pas par cœur, mais il n'y a pas de taux homogènes. Il y a des pays et des moments dans lesquels certains pays sont plus ouverts, plus généreux. Les cas d'école est un peu l'Allemagne qui a plus ou moins accueilli tout le monde en 2015 qui présentait une demande d'asile. Et il y a aussi pas mal de variations dans les temps de gestion des dossiers. Et ces temps de gestion, parfois, ne dépendent pas des lenteurs bureaucratiques, mais c'est un peu un choix politique pour décourager aussi, laisser les demandeurs d'asile trouver d'autres voies de satisfaction ou d'aboutissement de leur demande. Tout à fait. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, on a tendance à croire qu'une directive européenne est appliquée uniformément à l'échelle des, aujourd'hui 27 États membres, à l'époque 28. Mais ce n'est pas le cas. Les directives laissent une certaine marge de manœuvre aux États, et c'est volontaire. Sinon, elles ne seraient même pas adoptées d'une certaine manière. Il y a toujours une sorte de négociation qui intervient entre les instances européennes et les instances nationales à l'échelle des États membres de l'Union européenne. Et c'est cette marge de manœuvre qui est importante. C'est ce qui explique justement qu'une même nationalité, les Afghans par exemple, ont une plus forte, statistiquement parlant, ont une plus forte propension à être reconnus en Italie
comme réfugiés qu'ils ne le seraient en France, par exemple. Un Érythréen aurait une plus forte propension à être reconnu comme réfugié en France qu'il ne le serait en Italie, par exemple. Il y a une marge de manœuvre qui, quand même, est à prendre en considération. Voilà, quoi. Donc, en fait, je voulais rebondir sur ce que M. Casarino vient de dire, parce que justement, les données, je l'avais noté. Pour les demandes d'asile des Afghans, la fourchette va entre 22% pour les pays qui rejettent le plus à 93%. Donc ça, c'est au sein des 27. Donc vraiment, il y a des écarts immenses pour une même nationalité. Oui. C'était... Oui, tout à fait. Est-ce que tu es... Non. OK. Donc, OK, je vais poser... Bon. Bonjour. J'ai deux questions. Vous avez déjà partiellement adressé ce que je vais demander, mais je voulais mieux comprendre. Donc, la première, c'est sur le thème des quotas et du matching. Donc, si j'ai bien compris, le matching, c'est une méthode qui veut rencontrer les désirs, les souhaits des migrants, donc le pays où effectivement ils voudraient aller. Mais je me demande si il y a un déséquilibre, donc peut-être les migrants désirent aller dans un pays qui ne peut pas effectivement tous les accueillir, donc s'il y a quelqu'un qui forcément va ne pas être satisfait, ou si c'est tout à fait bien réparti, donc la capacité des États à accueillir et si ça correspond au désir des migrants. Donc ça c'est la première question. Et aussi, une question que vous venez déjà juste de répondre, mais un peu peut-être, je ne sais pas, provocatoire, si vous pensez que c'était le cas qu'il n'y ait plus de politique migratoire nationale, mais seulement une chose unique à niveau européen. Ou si vous pensez que c'est nécessaire que les États continuent de faire ses propres politique nationale, ou si serait mieux que ce serait uniforme, même pour la question des critères pour accueillir les réfugiés politiques, etc. Merci. Bien, merci. Donc, alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que tout le monde préfère aller en Allemagne. Évidemment, ce n'est pas possible de donner à tout le monde son premier choix, puisque le quota de l'Allemagne est inférieur au quota d'ensemble. Et même, il est possible que c'est une situation qui n'est pas absurde, que tout le monde classe Allemagne en premier, Suède en deuxième. Donc, on va remplir le quota de l'Allemagne, on va remplir le quota de la Suède, mais en général, il y a quand même de l'hétérogénéité ensuite. Même si tout le monde classe l'Allemagne en premier et la Suède en deuxième, il y a des gens qui vont mettre la France en troisième, d'autres vont mettre l'Italie en troisième, d'autres vont mettre l'Espagne en troisième, ou la Belgique, je ne veux oublier personne. Et c'est là que le système de matching va jouer. Et donc, si on donne à quelqu'un son troisième choix, par exemple l'Italie ou la France, plutôt que son 12e choix, qui aurait pu être le Portugal ou l'Espagne, par exemple, on a plus de chances que cette personne reste finalement. Et donc on exploite une information que les gens ont. Ils ont des raisons de préférer un pays à un autre. C'est parce qu'ils ont quelqu'un qui est là-bas, ou ils ont entendu parler, ou ils se sentent une certaine proximité linguistique ou culturelle ou autre. Donc ça, c'est une première manière de procéder. C'est des algorithmes. Il y a une autre manière de procéder qui est d'étudier les cohortes passées. Ça, c'est ce qui a été fait. Il y a un article dans la revue Science, donc qui est une des meilleures revues généralistes en sciences, qui a étudié les cohortes de réfugiés. C'est ce qu'on appelle du machine learning. Donc, on regarde l'information passée. On voit où les réfugiés, en fonction de leurs caractéristiques, leur âge, la composition de leur famille, etc., où ils ont été placés aux États-Unis ou en Suisse, parce que et les États-Unis et la Suisse ont des systèmes de placement aléatoire des réfugiés. On ne choisit pas, aux États-Unis, si on est réfugié, soit on a un membre de famille qui déclare vouloir vous accueillir, à ce moment-là, vous allez là où il est, soit vous dépendez d'une organisation d'aide aux réfugiés qui peut être en Arizona, en Alaska, à New York ou autre, et vous êtes placé là-bas dans un centre, et c'est eux qui vous trouvent une famille d'accueil, puis une habitation, enfin un logement, etc. Donc c'est fait de manière aléatoire pour ceux qui n'ont pas de famille. En Suisse, c'est pareil. En Suisse, c'est un système de quotas par canton. Tout marche par canton en Suisse.
Donc, si vous êtes un réfugié, vous avez le statut qui est fédéral, mais ensuite vous êtes placé dans un canton. Et les Suisses ne veulent prendre en compte aucune préférence des réfugiés, pas même s'ils parlent français ou allemand ou quelque chose, ils n'en tiennent pas compte. En disant un réfugié, il doit aller, c'est assez radical, un réfugié doit aller où on le met. Parce que si c'est un vrai réfugié, il doit accepter d'aller là où on le place, où on lui offre la protection. Quand on fait ça, on s'abstient, on réduit les chances d'intégration économique, sociale des réfugiés, qui ont plus de chances de s'intégrer si on les met dans un canton francophone, s'ils viennent d'un pays d'Afrique francophone, par exemple, que dans un canton anglophone. Donc les études qui ont été publiées dans Science sont suivies des cohortes de réfugiés placés aléatoirement aux États-Unis ou placés aléatoirement en Suisse sur plusieurs dizaines d'années. On nourrit un algorithme qui juge de la qualité du placement, et ensuite on donne à cet algorithme un objectif, maximiser la probabilité d'avoir un emploi au bout de 2 ans. Et ce qu'il montre, c'est que quand on fait ce placement algorithmique, eh bien, on améliore, pour l'instant c'est purement théorique, on améliore de 70% les chances d'emploi des réfugiés en moyenne. Donc ça veut dire que si on les déplaçait pour améliorer la qualité du match, on aurait une intégration bien meilleure. D'accord ? Et là, ils sont en train en Suisse de faire un pilote où ils comparent le placement tel qu'il est fait aujourd'hui ils ont obtenu, quand même c'est extraordinaire, hein, du gouvernement suisse qui leur dit, sur un petit nombre de réfugiés, on vous laisse faire ce que vous proposez, voir la performance de votre algorithme, et si ça marche, on verra bien si on l'adopte ou pas. Mais donc je pense que, et dans cette direction-là, le machine learning pour le matching, ou la prise en compte de l'information, des priorités des gouvernements et des préférences des réfugiés, on peut beaucoup améliorer les chances d'intégration, de stabilisation sur le plan géographique, réduire les mouvements de remigration qui alimentent l'immigration illégale, la mauvaise presse que peuvent avoir les réfugiés, etc. Et sur la dernière question, mais là mes collègues seront plus compétents, oui, ça me paraît par nature, le fait de donner l'asile, ça devrait être des critères unifiés. Je ne dis pas que ça doit être une politique unique, mais au moins qu'il y ait des critères unifiés sur l'attribution du droit d'asile au niveau européen. On ne va pas prendre d'autres questions? Moi, je veux bien répondre sur justement pour un peu plus détaillé, justement. Il y a toujours eu des tensions depuis que les compétences en matière de gestion, de gestion migratoire, le terme, en matière de contrôle migratoire, on devrait plus dire en fait, ont été partagées entre l'Union européenne, Bruxelles, on va dire, et les États membres. Ça remonte à 1999, le traité d'Amsterdam. C'est ce qui a véritablement institué, si vous voulez, un premier partage de compétences, qui n'a jamais été sans accroc. Il y a toujours eu, depuis 1999, des tensions entre certains États membres de l'Union européenne et Bruxelles, instrumentalisées de manière politique, bien évidemment. Il n'y a rien de nouveau, si vous voulez. Mais il faut quand même préciser une chose, c'est que les traités de l'Union européenne ne permettent pas, disons, de développer une véritable politique migratoire complète, tout simplement parce que l'Union européenne n'a aucune compétence en matière d'intégration des migrants. Enfin, elle n'a pas le droit d'intervenir en la matière. C'est inscrit dans les traités. C'est une prérogative souveraine des États. Inutile de vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est évident. Je pense que ceci explique cela, d'une certaine manière. La question migratoire est étroitement et si politiquement sensible qu'elle est étroitement liée à des questions d'ordre, on va dire, souverain, si vous voulez. De manière instrumentale, on s'en doute, il n'y a rien, encore une fois, de nouveau à le dire. Mais il est important de réaliser que les traités actuels ne permettent en aucune manière à l'Union européenne d'intervenir sur les politiques d'intégration. L'Union européenne peut appuyer à la demande des États. À la demande des États, elle peut appuyer une politique d'intégration, mais elle n'a aucun droit d'initiative en la matière. Contrairement aux questions de frontières, vous avez entendu parler de Frontex, contrairement aux questions de contrôle à l'extérieur, des flux migratoires, de réadmission, ce dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Mais la question de l'intégration est une prérogative, on va dire,
souveraine de chaque État membre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis totalement d'accord avec ton point de vue, et cela montre ce qui était mon argumentaire principal, qu'en fait, la libre circulation est en fait une politique d'intégration. Ça permet à des gens de s'intégrer dans un autre pays. Donc, c'est une manière de contourner cette limite, d'avoir une politique. C'est la seule vraie politique européenne d'intégration. Mais ce que Jean-Pierre Casarino venait de dire est très important. Il y a un conflit latent, une négociation permanente entre l'Union européenne et États sur tous les aspects des politiques migratoires. Je reviens à l'actualité. J'évoquais un peu Schengen. Je n'ai pas parlé, j'avais des choses à dire sur Schengen. Schengen, c'est une pièce importante de la politique migratoire européenne. Ça a à voir avec les contrôles des frontières, à la fois les frontières internes, donc entre les pays membres, et les frontières externes. Tout ça, c'est très délicat et à voir soit avec la libre circulation, soit avec l'admission, l'entrée des non-européens et des migrants en potentiel. Alors, tout récemment, disons depuis 2015, depuis la crise des réfugiés, tas des pays membres, d'États membres, ont suspendu, ont introduit les contrôles des frontières internes contre les principes de Schengen. Il y a un dispositif dans les accords de Schengen selon lequel les États membres peuvent décider de faire des suspensions partielles d'une durée maximale de 6 mois. Alors, depuis novembre 2015, la France a réintroduit les contrôles aux frontières internes de 6 mois en 6 mois, jusqu'à aujourd'hui, sous l'argument des menaces terroristes. En fait, ça a été les attentats, les Bataclan et tout ça qui a déclenché mais même dans des périodes où les menaces terroristes n'étaient pas si aiguës, la France a toujours renouvelé. Donc, Schengen est de facto, les contrôles des frontières internes réintroduits. Ça ne veut pas dire que quand on voyage entre Paris et Rome, on trouve des policiers, mais de temps en temps, oui, on les trouve. Donc la France a le droit de mettre des policiers et contrôler les frontières internes en Europe. Et là, la Commission européenne a été prise un peu en étau et voit que Schengen a été mis à l'écart par cette décision de suspension temporaire qui n'est pas finalement temporaire. Et en juin, la Commission européenne a publié une proposition de directive qui renforce les mécanismes de contrôle et évaluation de Schengen, justement pour recadrer et remettre un peu en force Schengen contre cette dérive étatique de mise en abîme de la logique initiale de Schengen. Donc, à nouveau, il y a cette, je ne sais pas comment traduire, tug of war, tension, ok. La métaphore anglaise est un peu plus sympa, entre la Commission européenne et les États sur tous les aspects de la politique migratoire. Bonjour, merci à tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions. J'aurai 2 questions que je vais essayer de faire courtes pour laisser la place aux autres personnes qui ont envie de réagir à la table ronde. Première question qui s'adresse au professeur Casarino. J'aimerais savoir si vous pouviez nous donner des éléments d'éclairage sur la situation avec la Biélorussie actuellement, vu que vous êtes basé en Pologne. Oui. Donc j'imagine que vous êtes un peu plus familier que nous avec la situation biélorusse. Et j'ai une deuxième question qui est peut-être un peu plus théorique et abstraite, qui est adressée à M. Rapoport. Vous avez fait le parallèle entre les quotas d'émissions de gaz à effet de serre et les quotas de relocalisation de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et dans un ouvrage que j'imagine vous connaissez tous, qui a été écrit par Luc Van Middelaar et qui s'intitule « Quand l'Europe improvise, 10 ans
d'Europe en crise politique. Luc Van Middelaar donc explique que les systèmes de quotas de relocalisation n'ont pas marché parce qu'ils n'ont pas été adoptés à l'unanimité du Conseil européen, alors que les quotas qui ont mis en place le système européen d'échange de gaz à effet de serre ont marché parce que justement, ils ont été adoptés à l'unanimité du Conseil européen. Donc j'aimerais savoir si vous pouviez réagir sur cet argument de Luc Van Middelaar, et est-ce qu'on pourrait envisager finalement une norme de soft law pour essayer de réunir l'assentiment de plusieurs États membres qui ouvrirait la voie sur cette question des quotas, ou d'une manière un peu plus contraignante, peut-être la mise en place d'une coopération renforcée sur ce point. Je vous remercie. D'accord. D'accord, sur la Biélorussie, tension accrue entre Pologne et Biélorussie, renforcement des contrôles aux frontières, expulsion manu militari, comme les médias polonais, en tout cas ceux qui sont encore libres, je dirais, et les médias occidentaux en ont parlé, de réfugiés afghans, irakiens, syriens également à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Voilà où en est la situation. Le reste, je pense que vous le connaissez. Tout ça s'inscrit naturellement dans un cadre géostratégique, diplomatique et politique beaucoup plus élargi, beaucoup plus complexe, où la question de la migration n'est qu'une toute petite question, finalement, et du contrôle aux frontières. Ce n'est qu'un élément qui alimente, disons, tout un système géostratégique dans la région, ou d'autres questions beaucoup plus cruciales en matière d'influence dans la région, la Russie naturellement qui est derrière tout cela. Enfin, la question migratoire acquiert une dimension beaucoup plus modeste quand on analyse finalement toutes ces dynamiques, véritablement. Je pense que c'est une chose importante à souligner, à mon sens en tout cas. Pour le reste, je donne la parole peut-être à mes collègues s'ils ont... Oui, pour répondre à votre deuxième question. Oui, donc le parallèle vient effectivement avec les quotas de pollution. C'est le premier contexte dans lequel les quotas échangeables ont été appliqués, avec l'objectif de réduire un mal public qui est la pollution, mais sur le plan théorique, réduire un mal public ou augmenter un bien public, c'est très similaire. Donc, sur la question de l'unanimité, les économistes vont utiliser le concept de contrainte de participation, c'est-à-dire que des pays ne vont accepter de participer à un accord international que si ils estiment y gagner. Et ils estiment y gagner, ça peut être aussi pour des effets de réputation, c'est le name it and shame it, qui a marché pour les accords sur les baleines ou sur l'ivoire, etc. Donc des pays même qui perdent peuvent participer à des accords pour ne pas être stigmatisés par la communauté internationale, etc. Mais l'idéal, c'est d'avoir un accord unanime, effectivement, et les chances de l'obtenir sont d'autant plus grandes qu'on réduit le coût pour les pays de la participation à l'accord. Et les deux choses qu'on propose, ce sont des choses qui contribuent à réduire le coût d'un accord sur les quotas, puisque si le coût est trop élevé pour vous, vous pouvez vous retirer par la compensation financière, et vous ne le ferez que si vous gagnez plus que ce que ça vous coûte de réduire votre quota. Donc c'est quelque chose qui vous donne une porte de sortie d'une certaine manière, pas gratuite, mais à certains coûts. Et le matching, ça vous permet d'accueillir un type de réfugié qui est plus proche de celui que vous souhaitez que celui dans un système aléatoire. Et donc là aussi, si vous avez des réfugiés, par exemple, qui parlent plutôt français en France, ou qui sont plutôt des familles, ou si vous voulez privilégier la diversité, qui viennent de pays comme l'Érythrée, relativement peu représenté en France pour l'instant, plutôt que, je ne sais pas, un autre pays déjà très représenté, eh bien, c'est mieux pour vous. Donc voilà, ce sont des éléments peut-être incrémentaux et pas décisifs, mais qui vont dans le sens de ce que vous évoquez, c'est-à-dire essayer de maximiser les chances d'avoir un accord le plus large possible, si ce n'est unanime. Oui, bonjour.
vous n'avez pas évoqué, enfin, on a évoqué plus de 1 million de réfugiés ou de migrants, pardon, depuis 2011 ou 2015, je ne sais pas, qui seraient venus en Europe. On n'a pas évoqué la part que ça représente par rapport au nombre de réfugiés qu'il y a dans les pays, on va dire, voisins de l'Europe. La Turquie, on le sait, a accueilli le Liban, d'autres ont accueilli beaucoup plus de réfugiés syriens, par exemple, que l'Union européenne. Hein. Et donc, la question de l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne, notamment si on regarde l'exemple de la Turquie, l'argent qui est donné à la Turquie hein, pour qu'elle garde nos migrants, entre guillemets, qui entraîne du chantage de Erdogan, des tensions frontières avec la Grèce, avec sa politique nationaliste, etc. etc. L'aide au développement, qui peut être aussi pour certains pays une forme de pression qui peut être exercée. On vous donne de l'argent, vous ne faites pas venir des migrants chez nous, toujours sur des questions d'externalisation de ces politiques migratoires, sans parler de l'argent qui était donné aux gardes-côtes libyens. Et enfin, Frontex, vous l'avez évoqué qu'une seule fois. Quid de Frontex, de la politique européenne et de la barriérisation et militarisation des frontières européennes? Merci. Wow, beaucoup d'éléments, en effet. En même temps, bon, vous nous pardonnerez, mais intervenir 10 minutes chacun, on ne peut pas tout évoquer quand même. Donc, il est vrai qu'on ne l'a pas dit assez. Bien sûr, on sait très très bien que beaucoup de pays non européens situés au Moyen-Orient, en Afrique, accueillent beaucoup plus de réfugiés, de demandeurs d'asile que l'Europe, absolument. Il y a des proportions absolument extraordinaires. Quand vous avez évoqué le Liban, c'est de l'ordre de 25% de la population, quand nous, en fait, cette proportion est vraiment dérisoire par rapport à la réalité libanaise. Il en est de même pour l'Iran, bien évidemment, pour le Pakistan. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Vous avez évoqué le terme d'externalisation. Oui, tout à fait. Quand on parle d'externalisation, en tout cas, ça me paraît un point important, on parle nécessairement de rapports d'interdépendance qui ont radicalement changé, ou qui sont sur le point de changer radicalement, je devrais même dire. On le voit avec la Turquie. La Turquie, qui à une certaine époque était même marginalisée par le processus, elle a un processus d'accession en fait au bloc européen, il faut quand même le répéter, auquel certains pays membres de l'Union européenne se sont opposés, la France entre autres. Et en dépit de cela, elle a accepté en fait ce processus d'externalisation, donc que vous avez évoqué tout à fait, de manière à contenir le flux de migrants syriens se dirigeant vers l'Europe. Et moyennant naturellement plusieurs milliards d'euros, mais pas uniquement. Également des rapports d'interdépendance à l'échelle géostratégique qui ont radicalement changé. Dans son action d'hégémonie au Moyen-Orient et également en Afrique du Nord, la Libye par exemple, la Turquie sait très bien exercer son levier vis-à-vis des États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne, bien évidemment, de manière à calmer les eaux si ces derniers commencent à manifester, disons, un certain désaccord par rapport au mode opératoire de la Turquie dans la région. La Turquie essayait d'embarquer, si je peux employer ce terme-là, l'Union européenne dans sa guerre, sa propre guerre en Syrie contre Daesh, justement, et contre l'influence de la Russie et du pouvoir syrien actuel, Bachar el-Assad, dans la région. Donc elle essayait d'une certaine manière, et quand elle a vu que cette requête discrète, subtile, ne serait pas, comment dire, il n'y aurait pas eu de réponse de la part des acteurs européens, là, M. Erdogan a commencé à menacer l'Union européenne d'un déferlement de migrants en Europe. Enfin voilà. Là, par rapport à la Libye, je dirais que là, on dit la boîte de Pandore en français, je pense. Oui, on dit boîte de Pandore. Hein. La boîte de Pandore a vraiment été ouverte.
Il ne s'agit pas d'acteurs étatiques, monsieur l'a dit, ce sont des milices. Donc comment gérer un rapport avec des milices qui sont financées par l'Union européenne, n'est-ce pas? Donc là, ce sont des acteurs non étatiques. La situation devient ingérable, bien évidemment. On est arrivé à une situation très très complexe, avec disons, si je peux me permettre, une vision assez myope et vraiment très court-termiste de tout cela, malheureusement. Et on en paye les conséquences aujourd'hui, puisque les liens d'interdépendance, une fois qu'ils sont créés, c'est très difficile de les casser, ces liens d'interdépendance. Vous êtes trop dépendant de l'autre. Comment casser ce lien que vous avez vous-même créé vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis des milices qui sont là et qui savent très très bien capitaliser sur tout cela. Bon voilà, j'arrête de parler trop. Donc, il reste très peu de temps. Donc là, comme on m'a suggéré, ce que je vais faire, c'est prendre 2 ou 3 questions et ils répondront, les intervenants, l'une après l'autre. Et comme ça, on finit. Donc, première question, elle est là. Oui, je voudrais revenir sur la question de la réadmission. Déjà, le terme, pour moi, me pose problème, puisqu'en fait, c'est un mécanisme qui tend à, selon les accords bilatéraux, 350, avez-vous dit, l'Union européenne, à peu près, quoi, qui tend à expulser, à réussir à renvoyer les migrants donc dans leur pays d'origine. Et ma question est de savoir qu'est-ce qui arrive lorsque des personnes sont expulsables, mais il n'y a pas d'accord bilatéral entre le pays d'accueil et le pays d'origine. C'est une question. Et si, même d'aventure, pour les... souvent on entend chroniquer, alors je pose la question si la part de véracité de cela, même avec les pays qui ont des accords bilatéraux, quelquefois le pays d'origine refuse tout de même entre guillemets, de récupérer son ressortissant, au motif parce que, comment dirais-je, le ressortissant en question s'en souffre, soit pour des questions délictuelles pures, soit, j'irais dans le cadre de la lutte antiterroriste, vous voyez, ou la grande criminalité internationale, etc. Voilà. Moi, ma question est de savoir, donc, je résume, qu'il y ait ou non, qu'est-ce qui se passe en cas de refus. Premier point, avec si accords bilatéraux, ou deuxième point, quand il n'y en a pas. D'accord. Ok, on va prendre une deuxième question, après on répond à... Mais c'est une question, comme ça. Essayez d'être concis, parce que sinon on va nous virer de la salle. Il y a d'autres. Oui, il y a d'autres, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de brassage. D'accord, d'accord. Oui, alors moi je voulais revenir à la question fondamentale qui est posée dans cette conférence, à savoir comment l'Union européenne doit repenser sa politique migratoire extérieure pour éviter un nouvel échec en cas de crise. De toute façon, il n'y aura que des politiques qui seront vouées à l'échec tant que la question des migrations n'est pas posée dans le contexte des relations internationales, c'est-à-dire de l'évolution du capitalisme. Et on a vu qu'à chaque crise cyclique du capitalisme, y compris quand il y a les guerres, quand elles s'expriment sous forme violente des guerres, parce que ce ne sont que des manifestations externes des contradictions internes du capitalisme. Et donc, tant que ce n'est pas traité, on ne peut pas apporter de solutions crédibles et à long terme. Pour moi, c'est la première question. On a abordé cette politique sous l'angle de la gestion, c'est-à-dire des instruments de gestion des flux migratoires, qu'ils soient des réfugiés politiques ou de l'immigration économique. Donc, tant qu'il y aura de la pauvreté autour, parce que l'Europe, vous prenez l'Europe ou l'Occident en général, ça deviendra une citadelle assiégée. Tant qu'il y aura de la pauvreté autour, il n'y aura pas de solution globale. Moi, ça doit passer par une politique de coopération économique véritable avec ces pays pour contenir le flux de ces réfugiés
et des réfugiés. Quand je dis réfugiés, qu'ils soient politiques ou économiques, je ne fais pas la différence. Parce que ce qui fait venir les gens, soit c'est l'oppression politique chez eux, soit c'est la pauvreté extrême, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et d'autre solution que de migrer, de chercher à aller à un avenir meilleur ailleurs. Donc, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que vous envisagez cette politique, l'Europe envisage ce problème-là sous cet angle, en tout cas. Voilà. Merci. Merci. Bon, on va répondre très rapidement parce qu'on a déjà dépassé les 5 minutes. Donc, pour la première question... Madame, je vais essayer de vous répondre en une seule minute et vous ne m'en voulez pas, j'espère. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut préciser une chose. Les accords bilatéraux ont pour vocation de faciliter, c'est important, faciliter la coopération en matière d'expulsion des migrants en situation régulière ou des déboutés du droit d'asile. Donc, faciliter, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément nécessaires. L'important est que l'on identifie la personne, c'est la question de l'identité de la personne. Parce que admettons, un pays peut très bien refuser, pour diverses raisons, tout à fait légitimes, parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas européen qu'il a tort. Voilà. Les États européens ont également des pratiques abusives en matière de réadmission. On n'a pas le temps d'en parler. Mais il faut éviter, si vous voulez, ce discours selon lequel le pays non européen ne fait pas son travail. Il a aussi ses raisons. Ça, il ne faut pas l'oublier, mais je m'en doute. Voilà. Donc, tout ça pour dire que il y a des éléments qui déterminent, si vous voulez, cette coopération, qui vont bien au-delà, en fait, du facteur, disons, de l'obligation de réadmettre ses propres ressortissants. Enfin, voilà. On en reparlera. Je laisse la parole. Oui, rapidement, pour répondre aux questions de monsieur. Oui, il y a un lien qui est fait entre politique de développement et politique de migration, mais il est souvent mal fait. Par exemple, vous pensez qu'en réduisant la pauvreté et en augmentant le développement des pays d'origine, la migration va baisser. Ce n'est pas forcément le cas. On sait que les taux d'émigration sont plus élevés dans les pays moyennement développés que dans les pays les plus pauvres, par exemple, ne serait-ce que parce que la migration, c'est un investissement, et que quand on a des populations extrêmement pauvres, elles n'ont pas les moyens de faire cet investissement. Donc le développement n'est pas un moyen de réduire la migration. De façon générale, il faut envisager les choses dans l'autre sens. La migration aide au développement des pays d'origine à travers différents canaux, comme les transferts de fonds des travailleurs migrants, comme les réseaux internationaux qui sont créés, qui permettent l'insertion de ces pays dans la mondialisation. Voilà, mais ça serait beaucoup trop long de développer, mais je pense qu'il faut vraiment inverser la perspective. Et sur le capitalisme, là, je crois qu'on ne va pas avoir le temps. Merci. Ça serait trop long. J'avais la même réponse de mon collègue. Il y a un tas de recherches qui montrent que quand un pays très pauvre améliore sa situation jusqu'au niveau de $10 000 des revenus moyens, les migrations vont monter. Donc, c'est pas si simple, c'est un processus long. Après, il y a des pays qui sont passés d'être des pays d'émigration à des pays d'immigration. Donc, il y a une certaine trajectoire de développement qui, effectivement, réduit les incentives à la migration. Mais ce n'est pas une chose qu'on fait du jour au lendemain. Bon, donc on va clore la table ronde. Je voudrais remercier les intervenants de s'être déplacés exprès pour cette table ronde. Et je vous remercie tous d'être venus un samedi matin à 11h30 pour voir cette table ronde. Merci tous. Merci à vous.